Vous tournez vers le G20 et on voit cette image d'Emmanuel Macron qui va serrer la main de M. Lavrov. On va regarder l'image pour savoir de quoi on parle précisément. Je précise auprès de nos téléspectateurs qu'on a ralenti cette image parce que c'est furtif, mais on la voit bien. Emmanuel Macron se dirige volontairement vers M. Lavrov pour lui serrer la main. Millième jour de guerre, il y a 1000 jours. Auriez-vous imaginé un instant, même il y a 100 jours, que cette image aurait été possible ? Et qu'est-ce qu'elle nous dit quand même d'un virage potentiellement diplomatique qui est en train d'être pris? Il y a deux choses très différentes. On ne peut pas comparer, je crois, Emmanuel Macron qui serre la main au G20 et Antonio Guterres qui se rend de son initiative au sommet des BRICS pour aller voir Poutine. L'ONU représente quelque chose. La France est un des pays du G20 et d'ailleurs en sortant, le président Macron a été très critique en disant que le G20 produisait des communiqués de presse que personne ne lisait et il a eu la critique qu'il a habituellement vis-à-vis d'organisations globales comme il avait eu sur l'OTAN en disant qu'elle était en état de mort cérébrale. Donc pour moi, c'est deux choses qui sont Alors, j'entends vraiment votre pas point. comparables. Malgré tout, vous êtes raccord avec cette démarche du président d'aller serrer la main de Sergueï Lavrov ? La démarche du président Macron en termes de diplomatie, elle est cohérente, elle n'a pas bougé depuis 2017, c'est-à-dire toujours maintenir le dialogue. Parce qu'il part du principe, c'est sa ligne, qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de dialogue. Si le dialogue est coupé, qu'on ne s'appelle pas, qu'on ne se parle pas et que chacun se tourne le dos, il n'y a pas de possibilité de dialoguer et donc de défendre l'Ukraine. Mais je pense que le président Macron est un des présidents qui s'est plus engagé pour l'Ukraine. Moi, j'ai fait de nombreux déplacements avec lui pour accueillir les familles ukrainiennes, pour envoyer du soutien sur place. C'est un de ceux qui s'est beaucoup engagé auprès du président Zelensky personnellement. Donc je pense que son engagement et sa position, elle est très claire et elle n'est pas contestable. Et la guerre, elle vous choque cette image ou pas ? Non, en fait, ce qu'elle raconte pour moi, c'est que la démocratie, elle est d'abord, et c'est ce qui fait sa beauté, mais aussi potentiellement sa vulnérabilité, elle est polie. La démocratie, elle doute avant de décider et elle s'adresse de manière diplomatique, cordiale, urbaine, aux personnes avec lesquelles elle doit discuter. Et on négocie rarement avec ses amis. Donc, le président français serre la main avec Sergueï Lavrov, dont il faut rappeler, au contraire de son patron, Vladimir Poutine, qu'il n'est pas il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Néanmoins, c'est l'une des pierres angulaires d'un régime agresseur. Je ne sais pas ce que le président français dit à Sergueï Lavrov. J'aimerais penser qu'il lui dit « il est temps d'arrêter, il est temps de mettre fin à ce carnage, il est temps de mettre fin à cette guerre ». Peut-être est-ce le message qu'il lui fait passer. Et Alors, dans on ce ne cas, sait pas si les deux hommes se sont parlé. Alors, effectivement, on n'a que la poignée de main, donc je ne serais pas en mesure de dire si effectivement Emmanuel Macron est allé jusqu'à porter un message. Moi non plus, moi j'exprime là juste un souhait, je donne un avis qui n'engage évidemment que moi. Mais on sent qu'il y a effectivement, on a parlé du 5 novembre, on parle également du 20 janvier, un moment de forte turbulence dans lequel il faut tâcher d'être digne et serein et de ne pas paniquer et de ne pas tout voir de manière négative, parce qu'on est au millième jour de ce conflit. Il faut se rappeler ce qui est en jeu. Ce n'est pas une guerre territoriale, c'est d'abord une guerre pour un projet de société, pour un projet de vie. Et c'est un affrontement entre deux systèmes, la démocratie et l'autocratie de l'autre. Il faut comprendre, et j'en termine par là, les conséquences d'une éventuelle défaite sur le terrain ukrainien. Et donc Valérie, est-ce que c'est l'image et le moment de se dire en fait on avance, il faut avancer. On n'a plus tellement le choix également que d'avancer et d'aller serrer la main et de rentrer dans certaines démarches qu'on n'aurait peut-être pas imaginées il y a quelque temps. Les poignées de main diplomatiques, je suis d'accord, ne racontent pas ce qui se passe en coulisses. Vous avez eu la poignée de main du président Macron avec celui qui était alors le président iranien en marge d'une rencontre à l'ONU. Ça ne dit pas que la France soutient le régime iranien. Donc je pense qu'il faut aussi savoir, non pas se détacher des images qui racontent quelque chose, mais ne pas surinterpréter ce qui est un usage, effectivement. Et puis, dans un cénacle comme celui du G20, qu'est-ce qu'on fait des rencontres en marge ? Les chefs de la diplomatie chinoise et le chef de la diplomatie russe se sont vus pour évoquer la question de la Corée, du soutien de l'un à l'autre, etc. Tout ce qui est rencontre internationale
produit ce type de... C'est pas de la diplomatie parallèle, mais ça crée des espaces pour évoquer des sujets dont on ne peut pas forcément parler tous les matins en s'appelant les uns les autres. Donc moi, je ne dis pas que... on s'en fout de savoir si j'approuve. De toute façon. On s'en fiche, vous voulez dire. On s'en fiche, pardon, excusez-moi. Non, on se fiche de savoir ce que j'en pense. Je me dis juste que serrer la main de quelqu'un, moi je me souviens des G20 où venait encore Vladimir Poutine, Barack Obama lui serrait la main et personne ne se disait que c'était la fin des conflits entre l'Est et l'Ouest. Et donc Marlène Schiappa a raison, on ne s'en fiche pas sur le fond, Valérie, bien sûr. Non. Serrer la main, c'est aussi parfois une manière de rentrer dans un rapport de force. C'est-à-dire il ne faut pas confondre politesse et lâcheté. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur les éventuelles paroles qui sont prononcées par le président, qui regarde sans doute Sergei Lavrov dans les yeux et lui dit dans la langue de Shakespeare « We need to talk ». On a besoin de parler, qui est une autre manière de dire « ça suffit ». Alors le contexte, c'est malgré tout donc les États-Unis qui potentiellement vont passer un cap. Pas de confirmation encore de la Maison-Blanche, mais donc sur l'extension de l'utilisation des armes américaines par l'Ukraine sur le sol russe. La grande question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi Joe Biden il a choisi ce moment, ce calendrier, ce timing pour prendre la langue initiale. Élément de réponse avec Justine Jankowski depuis les États-Unis. Et c'est bien la crainte d'une escalade du conflit, entre autres, qui a poussé Joe Biden à enfin autoriser les Ukrainiens à utiliser ces missiles de longue portée américains pour frapper le territoire russe en profondeur et notamment la région de Koursk où sont massées les troupes russes, mais aussi, c'est important, les troupes nord-coréennes, environ 10 000 soldats. Et c'est l'entrée dans le conflit de cette force militaire étrangère qui, pour Joe Biden, justifie cette autorisation. Une autorisation aussi sous forme de mise en garde, car selon certaines sources du renseignement, ici à Washington, Kim Jong-un s'apprêterait à envoyer encore plus de renforts. Et puis la stratégie de l'administration Biden, c'est aussi de faire en sorte que l'Ukraine soit au maximum dans une position de force au moment de négocier, si tel est nécessaire, lorsque Donald Trump arrivera à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Bon, beaucoup sont d'accord, merci à Justine Jankowski, pour dire que là, on est dans une espèce de course contre la montre vis-à-vis de la passation avec Donald Trump. Ok, ça c'est acté. Mais je lisais Philippe Géline dans le Figaro aujourd'hui qui dit cet Occident-là, les États-Unis en tout cas, ils essayent de s'acheter une bonne conscience en réalité, parce que peu de choses ou pas suffisamment ont été faites et que là, dans la dernière ligne droite, c'est un peu en baroud d'honneur. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, le personnage central, c'est évidemment Joe Biden qui vit un moment crépusculaire et franchement délicat, parce qu'il y a l'autopsie de la campagne démocrate qui a subi un échec et il est au cœur de ce dispositif. Donc évidemment, on peut gloser sur la psychologie du personnage et les éventuelles motivations derrière cette décision. Elle intervient, ça c'est factuel, bien trop tardivement. Et ce qu'il faut voir derrière, et c'est le sens de la réponse du président Zelensky, rappelez-vous ce qu'il dit. Il dit on ne va pas résoudre cette situation avec des mots, mais avec des actes. Parce que c'est bien beau d'approuver des frappes dans la profondeur avec des vecteurs longue portée américains. Encore faut-il les livrer. Et en quantité suffisante pour que cela puisse avoir un impact sur le champ de bataille. Contrairement à ce qui a pu être dit, je ne pense pas que ce soit une décision qui contraigne Donald Trump. Je pense que c'est un cadeau un peu dissimulé qui est fait à l'entrant républicain. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce supplémentaire qui est posée sur la table d'éventuelles négociations. C'est-à-dire que Donald Trump va pouvoir soit permettre à cette pièce de rester au cœur du dispositif de défense ukrainien, soit peut-être apporter dans la discussion l'idée de la retirer des mains des Ukrainiens. Vous remarquerez, parce qu'on a aussi parlé de ce fameux message du fils de Donald Trump Jr., qui parle de guerre mondiale, de procédures escalatoires, etc. Mais qu'est-ce qu'il ne dit pas dans ce message de Donald Trump Jr. Il ne dit pas, dès que mon père arrivera au pouvoir, il reviendra sur cette décision. Donc les Républicains et l'équipe de Donald Trump est très maligne. Elle comprend bien qu'elle pourra mettre ça sur le dos de Joe Biden, mais pour l'instant, elle n'a absolument pas formulé. Vous voyez cette phrase, Biden semble vouloir s'assurer que la Troisième Guerre mondiale soit déclenchée avant que mon père ait eu la chance de créer la paix, de sauver des imbéciles. Il ne rajoute pas, nous reviendrons sur cette décision. Je vous le dis, ça vient de tomber. Vladimir Poutine a signé le décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. On s'arrête là-dessus, bien sûr, c'est extrêmement important dans la séquence sur le fond, sur la forme, l'analyse de cette déclaration. On a rappelé tout le contexte depuis le début de l'émission. Alors, Vladimir Poutine
nous a appris, nous réapprend à parler la grammaire de la dissuasion. Donc il s'insère très régulièrement dans le champ informationnel. Il a compris qu'en appuyant de manière métaphorique, oratoire sur ce bouton, il génère des moments de conversation comme celui que nous sommes en train d'entretenir, qui lui-même génère énormément d'angoisse, de différence. Tout le monde n'appréhende pas une menace existentielle de la même manière. Il ne s'agit absolument pas de la balayer d'un revers de la main en disant « ça ne veut rien dire », mais il s'agit de rester concentré, d'exprimer une préoccupation, mais de rappeler aussi les faits. C'est qu'en matière de nucléaire, pour l'instant, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, Vladimir Poutine s'est comporté de manière très raisonnable dans ce que font ses forces armées quand il s'agit de conduire des exercices non conventionnels.